Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition, nouvelle formule de votre programme Face à l'actu. Votre programme de débrief de l'actualité justement avec les personnalités qui comptent sur l'espace médiatico-politique au Cameroun. Ce soir, une grosse pointure nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Plus besoin. Comment le présenter d'ailleurs? Il est homme politique, ancien conseiller municipal Yaoundé 6e, ancien candidat à la candidature pour la présidentielle, ancien journaliste émérite, c'est important de le relever aussi. Chantal Roger Tuile est parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vos fidèles dont je suis. Bonsoir à ceux qui, comme moi, pensent que vous faites un travail formidable. Bonsoir à votre président directeur général pour le cadre de travail qui est le vôtre. Et bonsoir à tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Ceux sans qui les petites tâches du quotidien sont difficiles, votre épouse, vos enfants, ce qui favorise que nous ayons le moral soft pour penser. Vous savez, pour penser, il faut une certaine sérénité. Le président Biya a dit qu'il aimerait être retenu par l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Pour la prospérité, je crois qu'on attendra 2035 pour ceux qui seront vivants. Et pour la démocratie, il s'agit de parler. Alors parlons. Alors, Chantal Roger Tuile, je vous ai présenté comme un homme politique de premier plan, certainement. Vous êtes président de Debout le Cameroun. Avant que nous revenions sur la casquette politique qui est la plus prenante aujourd'hui, j'ai aussi précisé que vous êtes journaliste émérite. Que devient le journaliste? Le journaliste, depuis un moment, a cédé le pas à l'homme politique pour des raisons générales, pour des raisons patriotiques. Le désir de servir. Le journaliste avait pour ambition d'apporter sa pierre à l'édifice de la construction nationale. Construction au développement, construction à l'émancipation des idées politiques, participation à l'Est de la République, qui est ma région natale et qui croule, comme chacun sait, d'enclavement, dans la pauvreté, dans la misère, insulté, pillé, volé et humilié. Désir de modifier. Donc, ce que j'ai fait en journaliste pour plusieurs personnes, j'avais l'intention et j'ai la ferme conviction de le faire aujourd'hui pour le gros de la population et pour le Cameroun. Oui. Vous avez dit tout à l'heure conseiller municipal. Non, j'étais tête de liste aux élections municipales à Yaoundé 6e. Et de même que j'ai embrayé en politique en créant cette formation que vous avez tantôt annoncée, qui s'appelle Debout le Cameroun, qui a été légalisée en 2015. Et c'est le désir et la passion de servir qui ont fait que le journaliste mute en homme politique. Alors, le journaliste a muté en homme politique, mais vous avez toujours ce regard, comme on sait, vif et critique sur le métier tel qu'il se fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez, en deux mots, Chantal Roger, apprécié les dernières batailles au sein, par exemple, d'une organisation telle le SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, où il y a eu d'énormes contestations, où il y a eu des voix qui sont levées, et au finish, une élection contestée et reconnue par bien peu de monde? On ne fait pas les éloges des gens de leur vivant. On ne dit pas assez les mérites des personnes de leur vivant. Je vous ai dit combien c'était ardu, sans doute, de tenir à bout de bras une maison comme la vôtre. Je voulais, sans flagonnerie, ce n'est pas mon genre, oui, vous dire combien j'encourage en vous, que je félicite en vous le talent et la pertinence et la truculence, sinon je ne serais pas venu. Et là, c'est pour dire que le journaliste va très mal aujourd'hui. Arrêtez-vous dans les kiosques et ce que vous avez devant les yeux, ce n'est ni plus ni moins que l'étalage d'un métier pris en otage par des francs-tireurs. Je suis obligé de le dire. Regardez la titraille des journaux. Tel ministre est beau, tel autre n'est pas beau, tel ministre a volé, tel autre n'a pas volé. Les gens sont jaloux de tel autre. J'ai regardé un autre qui... je pense, devrait, en toute modestie, parce que c'est un peu tard pour lui-même, mettre ses enfants à l'école de journalisme qui affiche des titrailles incroyables. Bon,
pour votre hygiène bucco-dentaire. Je vous interdis de dire le titre même de son journal, mais c'est bien la preuve que le métier est pris en otage par quelques francs-tireurs. Et donc, les gens qui en bénéficient sont forcément les hommes politiques, qui sont le champ d'investissement de la presse dans le monde entier. Au lieu de cette dualité, de ce débat duel qui devait être entre la presse, entre les journalistes et les hommes politiques, les uns acteurs, les autres observateurs et éventuellement redresseurs, oui, que dont les uns se sont mis au service des autres. Aujourd'hui, vous donnez 100 000 francs à un directeur de publication, il vous sort un journal demain pour dire que vous êtes beau et que vous avez le bagou pour entrer au gouvernement. Ce qui n'enlève rien à votre qualité personnelle, bien sûr. Si d'aventure vous avez des ambitions politiques comme moi. Plus sérieusement, il y a donc eu cela, et peu à peu, le journaliste s'est lui-même paupérisé, clochardisé, du fait de ce que quelques-uns prennent Mozart pour une marque de spaghettis. Voyez-vous le genre d'inculture qu'il y a aujourd'hui. Si vous associez à ça que plusieurs sont très fâchés avec les là et les lui, hein, j'ai entendu dire dans une chaîne de télévision, je l'ai vu, il m'a dit des choses comme cela, hein, au mépris de ce qu'il y a des jeunes enfants qui vont encore à l'école, qui regardent certaines émissions, qui écoutent certaines radios et qui lisent certains journaux. Oui, c'est vrai, il y a matière à réflexion. Maintenant, si vous rentrez sur cette bagarre dont vous parliez tout à l'heure, je voulais sans doute y arriver, sans m'offusquer de ce que j'ai réussi à lire, sans avoir de profondes migraines dans un journal il y a 2 semaines, Malachi Manaouda, le meilleur ministre de Paul Biya. Voyez-vous, après seulement quelques mois de ce que le Cameroun a vécu comme un des plus grands scandales, hein, le Covid-Gate. Et le scandale dont au conseil, comment vous l'appelez cela, au syndicat des journalistes du Cameroun, SNJC, oui, par de Denis Kouebo, l'ancien président, qui avait, je veux rester poli, de trop grandes amitiés avec les services de sécurité au Cameroun. Ce qui n'en faisait pas toujours un journaliste impartial. J'en ai fait moi-même la mère expérience. Il y avait alors un collectif de journalistes du Canada qui avait décidé de me venir en aide pendant que j'affrontais les 20 procédures judiciaires dont j'ai été le sujet malheureux pendant plusieurs années, que dont M. Denis Kouebo leur a dit qu'il n'y avait pas un problème Chantal Roger au Cameroun, que je n'affrontais aucune difficulté au Cameroun et qu'il n'y avait pas raison de me venir en aide. Vous pouvez en cela interpeller Jean-Marc Sobot qui est au Canada, qui a réuni ce collectif de journalistes étrangers et camerounais qui me proposait même l'asile et qui au final, je voulais remercier le docteur Wake ici, pour plusieurs qui ont donc participé à payer une partie des amendes, de lourdes amendes auxquelles j'ai dû faire face. Donc, cette bagarre-là vient déjà du président sortant, qui, voyez-vous, au sortir de ce syndicat-là, est devenu membre du Conseil des droits de l'homme au Cameroun. C'est-à-dire un organisme assujetti à l'État de la République, donc un salarié de la République. Comment pensez-vous que cela est arrivé s'il n'a pas préparé cela de longue date ou si ce n'est pas une récompense? Donc j'ai vu d'un côté cet édifice bâti patiemment par des gens sérieux, je l'ai cité tantôt, Jean-Marc Sobot et plusieurs autres, peut-être même encore certains directeurs de publication toujours en exercice, et le déclin progressif de cette maison-là sous les coups de canif de son président, qui n'a pas toujours fait le distinguo entre être ami aux hommes politiques, au pouvoir évidemment, et rester un président impartial, soucieux de la neutralité et soucieux surtout du cadre de travail et des missions syndicales à lui assigner. Donc j'ai vu Marion Obama, c'est comme ça que vous l'appelez, très péniblement élu. J'ai vu ses soutiens, il m'a semblé qu'on a beaucoup cité Kalalo dans l'affaire. J'ai vu Thierry Eba, qui était alors le président, parce que il me semble qu'il a été exclu, radié de cette association-là. Ça créait, comme dans un parti politique,
dont nous allons parler, je crois, une sorte de bicéphalisme à la tête du syndicat. Donc, désormais, ce parti politique-là, ce syndicat-là affiche 2 bureaux, plus un autre en gestation qui, lui, rassemblerait pour l'essentiel les ressortissants de l'Est, du centre et du Sud. Voyez à quel niveau la presse est arrivée aujourd'hui à la croisée des chemins, et voyez le beau rôle du Conseil national de la communication, qui lui-même est dirigé par des agents de l'État, agents au sens de fonctionnaires, donc qui perçoivent un salaire et qui donc peuvent difficilement se départir des missions de l'État et défendre des journalistes. J'ai rarement vu dans ce conseil-là, parce que c'est un conseil, conseiller. J'ai difficilement vu conseiller. Vous avez plus vu la répression? Oui, d'ailleurs, une répression sauvage dont j'ai été victime. Vous savez, le Conseil national de la communication m'a exclu à vie de la profession de journaliste au Cameroun. C'est-à-dire que le seul métier que j'ai appris, eh bien, le Conseil national de la communication m'en a exclu à vie. On n'a jamais vu ça à travers le monde. Maintenant, il y a le même conseil, a interdit la Tribune de l'Est. Le seul journal de la région de l'Est a interdit ce journal à vie. Je profite pour préciser que j'ai été, pour le compte du parti au pouvoir, le RDPC, un acteur principal. Nous étions nombreux, je n'étais pas seul, toute proportion gardée, dans le journal L'Action. Oui. Où alors j'ai donné de mon intelligence, sans fausse modestie, et de mon talent à ce parti politique-là. Et que donc, ce sont les mêmes personnes de ce parti politique-là, détachées dans un organisme, qui ont décidé que je cesse de devenir journaliste. C'est-à-dire qu'on peut vous dire de cesser d'être Jean-Pierre Barga pour devenir Stéphane Barga, pour devenir François Kamdem, tiens, par exemple. Par exemple. Donc, ça créait cela. Ça créait également entre les journalistes un manque de solidarité. Vous n'imaginerez jamais le nombre de personnes qui meurent au Cameroun par jour du fait des erreurs de diagnostic que les médecins posent. Et même quand c'est le cas et qu'il y a mort d'homme, ce qui est grave, vous n'avez jamais vu d'autres médecins dire tel confrère a mal posé un diagnostic et il s'en est suivi le décès du patient. Au contraire de la presse, où vous verrez régulièrement tel ne vaut pas ceci, tel ne fait pas cela. J'ai vu la condescendance que ceux des médias publics ont sur ceux des médias privés, sans que ça n'enlève rien au talent des uns et des autres, parce que quelquefois on trouve de bonnes pièces de choix dans des médias, les médias dits privés, à capitaux privés évidemment. Si vous enlevez cela, vous arrivez sur les difficultés pratiques à traiter l'information. Les téléphones sont devenus une pièce difficile aujourd'hui. Vous cliquez dans votre clavier et vous avez l'information à l'instant qui se passe en Ukraine. Au contraire du directeur de publication que j'étais, que beaucoup sont encore, qui lui doit traquer l'information dans un système où la rétention de l'information est la règle, la traiter, la saisir, la corriger, la monter et aller à l'impression pour avoir le journal prêt dans les kiosques au lendemain. C'est une opération à tout casser qui vous revient à 500 000 francs par journal, par apparition. Si vous voyez Messa Presse ou un distributeur, eh bien, il vous prend 40% de la vente. Un journal coûte 400 francs au Cameroun. Ça fait que vous n'avez pas de quoi payer déjà vos rédacteurs. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour investir dans la recherche de l'information. L'information que du reste, le grand public a déjà en cliquetant sur le téléphone. Oui. Et c'est un métier, la presse papier s'entend, qui, si il n'est pas soutenu, le métier, eh bien, va disparaître. Il a donc besoin, ce métier-là, d'une très grande sponsorisation, c'est comme cela qu'on dit ça, d'un grand soutien de la part des pouvoirs publics. Cela me permet d'arriver sur le ministère de la Communication, qui est un des plus pauvres de la République. J'ai vu
cela a sans doute épargné des désagréments à des personnes, mais j'ai vu la répartition de l'argent pendant la CAN et les difficultés qu'il y a eu à entretenir, même de façon courtoise, les journalistes étrangers qui sont venus couvrir l'affaire, parce que le budget alloué au ministère de la Communication était des plus maigres. Donc ça fait un milieu où on ne vit pratiquement pas de son métier. Voyez-vous, le journalisme, c'est le métier au Cameroun où il y a le plus de danger à l'exercice et le moins de gains à la fin de la chaîne. Mais c'est un métier de passion et je vous encourage à continuer à rester un bon journaliste. Merci Chantal Roger Tuileux pour cette vision panoramique du métier qui est le nôtre et qui certainement a fait la réputation qui vous permet de vous asseoir aujourd'hui face à l'actu. Nous allons sortir des péripéties journalistiques camerounaises pour entrer là dans un univers que vous connaissez si bien ou alors que vous apprenez à découvrir, celui des arcanes et des arènes politiques. Chantal Roger Tuileux. Alors, vous l'avez évoqué en souriant, ça a certainement fait rire de nombreux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Vous avez évoqué ce remaniement-là. Alors, ça bouge dans le sérail, des interrogations fusent, des gens se posent des questions. Pourquoi une si longue attente? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs fois annoncé, nous sommes vendredi aujourd'hui, beaucoup ont campé. Le 17h de la CRTV, le média national, malheureusement, il n'est pas arrivé. Alors, l'urgence d'un remaniement, elle se pose aujourd'hui comme une évidence, Chantal Roger? D'abord sur l'apprentissage de la chose politique. Politique étant pris au sens latin, la chose ta politica, politicum. Oui. Ta politicos, l'apprentissage de la gestion des affaires de la cité, qui évidemment découle de l'apprentissage, qui découle de l'observation, qui découle de l'analyse. Je n'en étais pas en réalité très éloigné. À l'université de Yaoundé, j'étais déjà délégué d'étudiants. C'est la gestion des étudiants. Puis je suis devenu président national des jeunes de l'UPC, uni à cette époque-là, c'était une seule. Élu, président national, je ne suis pas Bassa. Et avant de rentrer au RDPC pour y assurer des fonctions, comme je vous ai dit, au comité central, dans les rangs du journal Action et à d'autres tâches encore, donc vous accepterez que je garde le secret ici. Oui. Donc j'étais déjà peu ou prou impliqué dans la chose politique. Alors votre question était, est-ce que le remaniement? Oui, sans doute. Sans doute parce que il y a trois types de remaniement. Il y a une modification de l'équipe du gouvernement, il y a un réaménagement, oui, et il y a un remaniement. Dans l'un et l'autre cas de ces trois, il y a des impératifs. Oui. Le premier est le changement du personnel, du matériau politique, du personnel politique. Il est lassant, il est monotone et il est contre-productif que quelqu'un reste dans le même poste pendant 23 ans, n'est-ce pas? Même si vous aimez beaucoup le ministre Pham Ndongo, je ne sais pas si on peut continuer à créer dans l'enseignement supérieur si on est resté 23 ans. Je pensais que c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais en citer. Pour ceux qui me connaissent, vous savez parfaitement que j'ai dit les choses telles que je les pense. Oui. Il m'a semblé que c'est une des qualités qui ont penché votre choix sur moi aujourd'hui. Tout à fait. Si vous regardez le ministre Bello Bouba Maïgari, cela va faire 38 ans qu'il est au gouvernement, après un intermède de quelques temps, parce qu'il a été Premier ministre. Monsieur Yan Philemon n'en est plus, mais lui avait déjà fait 36 ans aussi. Si vous avez regardé le ministre Grégoire Ona, c'est 20 ans qu'il est là. Le ministre Chiruma Bakari a été au transport, a fait, je crois, 2 ou 3 ans, et puis est revenu. Depuis, il est là, cela va faire 18 ans bientôt. Ce n'est pas les seuls cas, voyez-vous. Alors, cette longévité l'a dénié toute compétence. Elle est contre-productrice. On ne peut pas créer. Dans la vie politique, dans la vie publique, on innove, on pense, on réfléchit. Et vous avez posé la question sur l'urgence d'un remaniement. Cela remet en question
des personnes. À une époque, vous étiez sans doute pas né, il y avait le régime Ahidjo, et à cette époque-là, on avait divisé les étapes de la vie publique en ce qu'on appelait les plans quinquennaux. Oui. Et il y avait une halte réflexion chaque fin de 5 ans, et c'était le moment pour les économistes de protéger les 5 premières années après avoir réfléchi sur les 5 passées. Il y avait, d'un côté politique, un congrès du parti qu'on appelait l'UNC, avec donc une sorte de discours bilan du président de la République, qui était par la même occasion président national du RDPC, de l'UNC. Pourquoi je dis RDPC? Sans doute parce que c'est écrit dans ce parti-là, l'UNC devient le RDPC, et que c'est sans doute l'un et l'autre, avec les usages en moins. Mais il y a cette urgence du fait de ce que j'appelais le changement du matériau politique. C'est contre-productif pour celui qui occupe le même poste et qui devient, pourquoi je n'ai pas cité le ministre du Commerce, qui devient une sorte de bayam salam. Oui. Vous n'avez pas vu le ministre du Commerce vendre le pain à Camtel. Ce n'est pas cela, c'est mission régalienne, je crois. Et il y a eu, à un moment, je crois que c'était sous le ministre Yann Philémon, le premier ministre Yann Philémon, ce qu'on appelait les feuilles de route. Et une des aberrations voulait qu'on demande à un ministre de se fixer lui-même les buts à atteindre pendant son moment de gouvernement. Ça fait une chose simple. Quand quelqu'un est nommé, vous allez voir ça, il va au village remercier ses populations. Oui. Et du coup, il n'a pas de performance obligataire. Personne ne lui demande d'en faire, puisqu'il pense tenir son poste des populations de chez lui. Donc, les mêmes têtes, les mêmes personnes, je veux me résumer sur le matériau politique, les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes ambitions, le même cap, font qu'on n'innove pas. On ne cherche plus, on ne change plus. Maintenant, l'urgence du changement des habitudes politiques. Eh bien, il y a, au fil du temps, des interpellations qui sont diverses, qu'il faut adapter à l'équipe du gouvernement. Parce que de nouvelles ambitions, de nouveaux caps. Je vais vous prendre une chose simple. En 92, le RDPC, je crois, a eu 92 députés pour l'Assemblée nationale. Monsieur Gilbert Andjé Tchungi était le ministre de l'administration territoriale. Donc on a dû consentir, le RDPC a dû consentir à des alliances pour avoir la majorité à l'Assemblée. Et l'UPC qui comptait, je pense, 14 députés, oui, je crois, 15, 16, jusqu'à ce que M. Kodoke ait décidé d'en exclure quelques-uns. Je crois qu'ils étaient 3 qu'on a exclus, Soman, Etienne, Bilan Ruben et Tchoumbe Fankam. Voilà, ils s'appelaient comme ça les 3 qui avaient été exclus à cette époque-là. Donc, l'UPC a dû accepter de négocier avec Chantal Roger. Ce sont retours vers... Oui, c'est très important. C'est très important. C'est pour nous amener où? C'est très important, vous allez voir. Et donc, l'UPC est entré comme une force de gouvernement. Oui. Et avec, je crois, 3 ministres et demi, je crois. Massoua de Bernard, je crois qu'il y a eu un secrétaire d'État, il y a eu le ministre Mbila Simon, lui-même le ministre Kodoke est devenu ministre d'État, chargé du plan. D'autres partis politiques sont entrés, le MDR de Dakole Daïsala, sans doute aussi Antar Gassaga, il y avait un parti politique qui est devenu également secrétaire d'État au MINAT. C'est donc un moment adapté aux élections législatives de cette époque-là, qui intégrait de nouvelles forces politiques et une nouvelle orientation politique. Oui. Nous sortons des élections législatives, enfin, les dernières, et il n'y a pas eu de remaniement, alors qu'il y a eu une nouvelle donne. Laquelle? Il y a eu une nouvelle force qui, malgré les imprudences politiques, les incompétences de son président, M. Kamto, a montré de façon significative qu'il fallait désormais compter avec elle, avec cette force-là, le MRC. Cette force-là, vous allez voir là où je vais en arriver. Oui, cette force-là faisait que, même du côté social, il y avait exprimé au présidentiel un désir, au moins d'inclure de nouvelles volontés,
au moins d'intégrer de nouvelles forces à la gestion de la chose politique au Cameroun. J'avais dit, malgré les imprudences et sans doute les incompétences du président national, il y a eu la guerre au Nozo qui apportait une nouvelle donne. Quelle qualité, quel poids politique, de quel poids politique pouvaient peser des députés élus hors de leur circonscription, élus en leur absence. Puisque tous résident à Yaoundé, je voulais saluer ici le chairman du SDF qui habite depuis plusieurs années désormais à Fougerolles. Et je pense que l'honorable Mbandam s'est fait inhumer à Yaoundé, le jeune frère du président du SDF, M. Foundji également. Donc, cette donne-là était intégrée. Elle est très importante. Vous allez voir là où je veux arriver. Je parlais de la lecture politique de l'instant. Oui. Je vais arriver sur ce que, aux dernières élections présidentielles, celle précédente d'abord, il y a eu comme slogan tous derrière le président, puis il y a eu le Cameroun des grandes ambitions, avec pour cap le Cameroun des grandes réalisations, et puis après il y a eu, après les grandes réalisations, le Cameroun des grandes arrestations, où on a arrêté des pontes du régime. Mais ça peut être un slogan. Vous allez voir. Vous allez voir, le Cameroun des grandes réalisations, il y avait un cap sur le développement. Il y avait un but, il y avait un horizon. Et donc une projection. Désormais, il y a eu le Cameroun des grandes réalisations qui a muté peu à peu sur le Cameroun des grandes arrestations. Cette mutation-là est très importante. Elle a fait que le président Biya, ou ceux qui l'ont conseillé, se sont surtout appesantis sur comment prendre le pouvoir et le conserver définitivement, ou au moins durablement. C'est-à-dire que, au lieu des grandes réalisations, tout le monde est devenu un peu le protecteur du pouvoir de M. Biya parce qu'en tirant des prébendes. Résultat, il s'est fait entourer de beaucoup de prédateurs, de beaucoup de... Je n'aime pas ce que je vais dire là. De beaucoup de flatteurs et de flagorneurs et de menteurs qui lui ont donné des orientations qui n'ont pas toujours été heureuses, oui, et qui ont amené à la banqueroute dans plusieurs secteurs de la vie publique, économique au Cameroun. Personne n'expliquera qu'on ait privatisé Eneo, qu'on ait privatisé l'eau, c'était quoi, Kamouata, hein? Qu'on ait privatisé la SNEC, oui, qui étaient des entreprises de souveraineté nationale, qu'on ait privatisé le train, le rail. Alors, comment vous faites si vous avez une guerre? Ce ne sera pas le cas. Le Tchad est un pays ami. Mais comment ferez-vous pour transporter les troupes si vous avez une guerre avec le Tchad, si le monsieur qui contrôle le rail au Cameroun est pour le Tchad? Voyez-vous, on appelle cela des orientations politiques qui sont devenues des orientations personnelles. Des gens qui ont entouré le président Biya depuis 2011 et qui lui ont montré le cap de la préservation du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Si vous prenez cela en latin, podere, c'est le sens sauvage du pouvoir. L'avoir, enjure, ne rien en faire, mais l'avoir, le pouvoir. Et éloigner systématiquement, brutalement, tout le monde qui s'y oppose et qui est supposé le mettre en danger. Côté social, parce que nous étions sur les différentes étapes du roman. Côté social, vous connaissez cette histoire qui circule depuis mercredi à Yaoundé, de ces marabouts béninois qui sont dans la capitale et qui font de très bonnes affaires. Vous connaissez également ce Marocain qui est là, qui habite dans un grand hôtel du centre de la ville, qui habitait, parce qu'un ministre de la République est allé l'y chercher, et là, logé chez lui, alors que beaucoup d'autres ministres venaient le consulter. Alors ça fait que... Vous n'avez pas donné les noms. Si vous le désirez, on peut le faire, mais non. On n'aime pas les noms. Et donc ce marabout-là qui était sollicité par 5 ministres n'est plus consulté que par un seul qui l'a logé dans sa résidence. Il l'a privatisé. Voilà, c'est une résidence qui n'est pas au quartier Bastos. Voilà. Je vous donne une indication. Et qui a privatisé, comme vous avez dit, ce marabout-là. Est-ce que ces séances de maraboutage ont des conséquences sur la vie du chef de l'État, sur sa santé? L'histoire dira, mais il semble qu'une pratique,
voyez-vous, je parlais du côté social. Oui. Allez à l'avenue Kennedy, vous allez voir les photos du président Biya fleurissent. Là. Parce qu'à chaque remaniement ministériel, ces jeunes qui vendent les portraits du président font de bonnes affaires. Oui. Parce que des gens, des marabouts, vont acheter ces photos. Il y a des cargaisons de chameaux qui arrivent à Yaoundé. Vous savez, c'est difficile le remaniement. Et la coutume est pardon pour les oreilles chastes de quelques-uns de vos téléspectateurs, d'enfoncer les photos du chef de l'État dans le derrière des chameaux. J'ai pas envie de dire le nom exact. Oui. De ce derrière-là, mais chacun comprend. D'enfoncer dans l'effigie du chef de l'État avec des vœux rédigés dans un papier, et donc d'enterrer ce chameau vivant. Est-ce que cela peut avoir des incidences sur la santé du chef de l'État, ses incantations et ses pratiques, pourquoi pas, ou sans doute pas, puisqu'il semble que l'ensemble des forces positives du Cameroun sont restées à son service pendant un certain temps. Donc, voyez, il y a donc toutes ces convergences. L'urgence politique, nous sortions de l'élection législative, puis présidentielle, pas de remaniement. L'urgence économique, nous sommes en pleine récession, c'est un secret pour personne. Et je finis par l'urgence des hommes, the right man at the right place. J'aime beaucoup quelques-uns de ces ministres, et du reste, je ne suis pas juge de celui qui les a nommés, même si je pense qu'il nous doit des comptes, le président Biya, c'est nous qui l'avons élu, que si on a le baccalauréat A4 espagnol et qu'on a fait l'ENAM pendant 2 ans, c'est difficilement explicable qu'on soit devenu économiste au point d'être nommé ministre du Plan et puis plus tard ministre des Finances. Maintenant, c'est difficile à expliquer également qu'un fumier breveté, on devient ministre des Travaux publics. Pour ceux qui ont la comprenait difficile, c'est difficile de le comprendre. C'est difficile de penser que quelqu'un qui vient d'une pharmacie et qui a conseillé aux Camerounais de boire le Fipangrassi contre le Covid-19 soit bombardé au ministère de la Recherche scientifique. Chantal, voyez-vous, il y a des incongruités sur l'aménagement du personnel et des profils de carrière qui devraient amener à telle profession ou à un autre. Si vous ajoutez à cela, je chute sur les remaniements, le fait que nous allons sans doute vers une transition et qu'il faut des gens crédibles et qu'il faut des clarifications sur cet article qui dit que le président du Sénat s'occupera d'organiser la transition et que le président du Sénat lui-même, j'ai peur que ce soit le président Biya qui assure sa transition à lui, monsieur Ignat. Si vous l'avez regardé, c'est difficile. De même, je comprends difficilement que la résidence du président de l'Assemblée nationale, que j'ai vu pas très en forme également, soit située à l'intérieur du quartier général de notre armée. Est-ce que ceci ne donnerait pas des idées à quelques militaires un peu impatients? L'histoire dira. Mais pour rentrer sur le remaniement, il y a urgence. On va faire la première halte de cette édition. Justement, vous évoquiez la chambre haute et chambre basse du Parlement avec leur titulaire. On a essayé de se rendre justement dans l'une de ces chambres, la chambre basse en l'occurrence. Écoutez un discours, une prise de parole là-bas, et on revient tout de suite après pour les commentaires. Monsieur le Président, je voudrais moi aussi m'adresser à vous, chers collègues, à vous, chers collègues, très honorables Président, qui êtes notre hiérarchie dans cette chambre, et fort de l'expérience que vous avez. Même si on dit de cette chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement, ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après,
Nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif. Retour sur le plateau, Chantal Roger, c'est juste un extrait d'une prise de parole forte de l'honorable Cabral Libi, député du PCRN, Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, qui justement se plaignait, ou alors semblait mettre des guillemets sur la posture, ou alors le rôle désormais alloué au Parlement au Cameroun, qui selon lui serait devenu une poste où tous les projets de loi venus de l'exécutif passeraient justement comme du courrier, et que finalement un député parfois qui avait l'outrecuidance de se présenter et d'oser poser des objections justement n'avait pas voix au chapitre. Je pense qu'il n'est pas la personne indiquée pour dire de telles choses, pour se positionner en donneur de leçons. Je souhaite que tout ceci soit faux, entendu ci et ça, que le PCRN pourrait, quelques personnes au moins là-bas, pourraient avoir des comptes à rendre si un procès ou des enquêtes d'aventure s'ouvraient sur le Covid-Gate. Je souhaite que cela soit faux, évidemment. Lui-même devra sans doute indiquer si avec un salaire de député, on peut se bâtir des résidences aussi cossues. J'ai dit, je souhaite que ce soit faux, tout ceci évidemment, des résidences aussi cossues. De même que je souhaite qu'une histoire de 250 millions qui circule soit totalement fausse aussi. Je souhaite également que cette dame, députée, qui a annoncé à Douala qu'elle fait le commerce, je crois, soit recadrée par son président national, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'imprescriptibilité de la part des parlementaires. Les parlementaires, je viens, vous allez voir, les parlementaires nulle part ne doivent faire une autre activité, notamment commerciale, que celle d'être des élus de la nation et de défendre, de légiférer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la personne idoine pour prendre la parole? Est-ce qu'il a la légitimité nécessaire? Quand j'ai dit toutes les suspicions qu'entretient la rumeur. Oui. J'ai dit la rumeur. Merci. Vous savez, au Cameroun, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Soit. Et sur le fond, justement, allons-y, sur le fond, sur la forme, allons sur le fond de la déclaration, d'abord, je voulais rentrer deux petites phrases sur la légitimité de celui qui tient ses propos guerriers. Pour dire qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière le petit doigt. Vous comprenez? J'ai vu à la levée du corps de son père, paix à son âme, oui. Presque la moitié du gouvernement. Je ne comprends pas très bien qu'un député d'opposition soit ami avec des gens qu'il est supposé critiquer vertement à l'Assemblée nationale. Une fraternité républicaine peut-être? Non, ce genre d'acquaintance. Dans notre vous n'avez pas mis d'amis dans le gouvernement? Si. Alors, si vous venez après je ne suis pas député, vous serez. Je ne suis pas député. Quand même. Et je vous informe que j'ai perdu monsieur mon père, paix à son âme, et que je n'ai pas eu un sous-préfet présent à cette affaire, parce que je sais qu'est-ce que c'est que le métier d'homme politique, qu'est-ce que c'est que de défendre les intérêts, et qu'il y a des accointances qu'on peut difficilement expliquer quand on est supposé être quelqu'un qui tient ses propos guerriers. Première chose. Deuxième chose, donc, pour entrer sur les propos, il dit qu'il faut qu'on respecte les députés. Oui. Mais il ne vous a pas échappé que la dame députée PCRN, je ne sais pas quoi, de Douala, qui a déclaré faire du commerce, a giflé des policiers à Bafoussam. Hein? Et que je n'ai pas vu le président national de son parti prendre des positions courageuses pour dire que ce n'est pas des usages parlementaires. Et de forcer une barrière de police dans une région. Je vais venir. Alors sur le fond de la déclaration, est-ce que la Chambre basse ne mérite pas un peu plus de considération lorsque l'exécutif s'y rend? Voyez, je veux venir. C'est le choix des hommes.
comment on les choisit, les hommes qu'on a promus à l'Assemblée, dans les partis politiques de la Ils ont été élus quand même. Ils sont élus, les députés. Je reconnais là votre impertinence journalistique, mais vous savez, au RDPC désormais, il n'y a pas les primaires. Les candidats sont retenus par cooptation. Là, on parle d'un député PCR. Allez voir, je vais y arriver. Par cooptation. Allez-y. Vous allez voir. Ils sont retenus par cooptation. Il y a donc cette majorité que quelques-uns qualifient d'obèse, et donc qui, soit sur étude du dossier, soit parce qu'ayant versé quelques argents, sont devenus députés. Ce n'est pas les Camerounais les plus performants. Kabal Libi est député PCRN, il n'est pas député RDPC. Lui, au moins, on l'a vu sur le terrain. Vous m'avez, je crois, invité pour que je vous donne mon point de vue. Allez-y. C'est ce que je veux faire. Oui. Monsieur Cabral Libi est lui-même président d'un parti politique. Et je trouve curieux que Monsieur Bapor, à l'époque secrétaire général de l'UPC, ait décidé de retirer toutes les listes de l'UPC aux élections législatives, alors que M. Cabral Libi s'y présentait. Voyez-vous, j'ai le droit là encore, c'est pas M. Bapor qui retire les listes, c'est l'administration territoriale qui ne valide pas les listes. Non. Il faut être juste avec l'histoire. Vous êtes plus jeune, cela ne s'est pas passé comme ça. Au terme d'une longue discussion, il a été, vous voulez que je vous dise la vérité, c'est pour ça que je suis venu. Allez-y. Il a été entendu que M. Bapor entrerait au gouvernement. Mais quelqu'un qui a présenté le CV de M. Bapor ne l'a pas fait en entier. Et l'a fait tard. Il serait donc devenu ministre. UPC, tendance RDPC. Récompense ou pas de la fidélité des déclarations du député Bapor, du secrétaire général, qui est de l'UPC reconnu par l'administration territoriale. Vous comprenez, vous avez dit que c'est l'AT qui a refusé ces listes. Ce n'est pas possible parce que M. Bapor représente l'UPC RDPC. Depuis que M. Bapor est à l'Assemblée nationale. Chacun sait qu'il a été battu plusieurs fois par l'autre faction, lors des élections régulières. J'interroge donc quelques 250 millions qui auraient été remis à des personnes. J'interroge aussi que l'UPC, dont c'est le bastion naturel, ait choisi de retirer ses candidatures en ce moment-là. Il faut une enquête un peu plus poussée que celle que vous énoncez, et je vous suggère, je vous connais pointu dans l'inventaire des faits politiques, de vous y atteler. Vous allez voir des choses qui donneraient de nausées à un bouc. Et puis il y a eu, je viens de là, le choix des hommes au PCRN. C'est quel genre de député? Je vous ai parlé de cette dame qui a giflé, qui a bousculé des barrières de police. Dans une zone où il y a les Amazoniens, l'Ouest n'est plus épargné aujourd'hui. Et cette barrière de police est plus que salutaire. Je vous parle également de ceux des députés du SDF. On l'aime beaucoup, monsieur Joshua Aouchi. Oui, justement. Mais il ne vous a pas échappé que c'est un ami personnel des demi-fils du président de la République. Et que c'est un homme d'affaires, voyez encore l'accointance, homme d'affaires et député, c'est interdit par la loi. Que c'est un homme d'affaires prospère, qui s'est souvent chargé des voyages du chef de l'État et des avions du chef de l'État. Oui. Voyez-vous, est-ce que ce genre de député élu à la petite semaine pour ceux du RDPC sur étude du dossier, est-ce que ce genre de député choisi par copinage pour ce qui est du PCRN, comment vous appelez cela? PCRN. Est-ce que ceux du SDF dont l'intention réelle est de succéder à M. Foundi et d'appartenir donc à des clans pour une bagarre qui est désormais ouverte, est-ce que de telles personnes sont qualifiées, qui n'ont pas refusé de bénéficier de tant d'argent pour le crédit véhicule, de tant de bakchiches, de tant de traitements princiers de la part du ministre des Finances? Voyez-vous, j'avais décidé d'aller commencer aussi loin en 92 pour vous montrer que c'est qui la qualité des gens qui viennent. Quelqu'un a dit, quand on se noie, on s'accroche à un serpent. Est-ce que de s'être accroché au serpent, pour ceux des députés de maintenant, on ne sait pas faire mordre complètement?
En clair, pour ceux qui ont la compreneur difficile, est-ce que ces députés sont légitimes pour dire ce qu'ils disent et au nom de qui parlent-ils? Je vous révèle maintenant que la plupart de ces députés bénéficiaient des largesses du ministre des Finances, parce que c'est de lui qu'il parle. Oui. Parce que le ministre des Finances a parlé assis lors des travaux à l'Assemblée nationale et qui n'a échappé à personne, que M. Moutazé, désormais, pardon de dire ça comme ça, est devenu un peu pingre. Que désormais il est devenu un peu plus regardant sur les... Très bien. Vous avez dit ça comme je le pensais. Et que ces députés ne sont pas toujours de très bonne humeur quand ils le rencontrent dans les couloirs. Du reste, ce n'est pas le premier des ministres à répondre assis. Et d'ailleurs, il y avait au pupitre un de ces députés qui avait encombré l'espace de sa présence plutôt suspecte. Et que ce député-là annonçait que ce serait avec lui qu'on négocierait désormais, puisqu'il deviendrait le président national de son parti. Cette caricature que vous faites de l'appareil politique camerounais semble un tout petit peu réducteur. Vous n'allez pas me faire croire que dans ce landerneau, il n'y a que des hommes à la petite semelle et qu'il n'y ait pas de personnes qui essayent de représenter le peuple comme c'est le travail du député. Représenter quel peuple? Le peuple camerounais qui est derrière la famille. Vous avez entendu un député parler de la guerre, des atrocités aux Nozos? Mais vous savez qu'une seule fois vous avez entendu un député parler comment les sujets sont... Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu les députés? Mais bien sûr. Je vous parle donc de la qualité des hommes. Voyez-vous ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Pour ce qui est de la dernière loi des finances, au moins. Le projet, oui. Au moins. C'est une action parlementaire de contestation. Elle existe en France. Vous savez que la note ne passera pas, vous n'avez pas un groupe parlementaire conséquent, mais vous faites ce qu'on appelle la contestation parlementaire. Le parti de M. Mélenchon, qui a 120 députés, 121, a décidé... La France insoumise. Oui, avec une coalition de d'autres partis amis, a décidé de poser la motion de censure au gouvernement de Mme Borne. Savait parfaitement que cette motion ne passerait pas, que Mme Borne ne démissionnerait pas, mais en jetant le pavé dans la mare. Est-ce que quelqu'un qui est aussi politiquement mal formé, quelqu'un qui vient d'une formation politique qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, a la légitimité pour parler au nom du peuple français? C'est la question que M. Mélenchon pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que des députés qui représentent, qu'on a choisi par cooptage pour le RDPC, puisqu'il s'agit de choix sur étude du dossier, vous êtes au Cameroun et vous avez suivi le nombre de rumeurs d'achat qu'il y a eu autour de ça. De contestation à la base. Vous connaissez tel député de contestation à la base. Vous connaissez ces députés qui a pris, il est député aujourd'hui dans le nez, qui a pris une arme, un pistolet. Hein, en pleine session. Voyez, des gens disent que le peuple, les dirigeants sont la sève du peuple, pas au Cameroun. Quand vous avez imposé ces députés, ils ne représentent personne. Et personne ne se reconnaît en eux. J'aime raconter l'histoire du député de chez moi qui est venu ici, qui m'a fait l'honneur de me recevoir, parce qu'il est plus difficile de le rencontrer que de rencontrer le président Biya. Et je lui demande, qu'est-ce que vous êtes venu faire, honorable? Il me dit, on est venu soutenir le président Biya. Il s'agit d'une session budgétaire. Et l'Est a tout à revendiquer. Ils sont venus soutenir le président Biya. Mais il n'y a pas d'élection présidentielle en vue. Comment veut-il soutenir le président Biya? Par essence, on ne soutient d'ailleurs que ceux qui menacent de tomber. Pourquoi veulent-ils tous soutenir le président Biya quand tu défends des projets de développement? Alors je dis, la déclaration guerrière qu'il vient de faire peut ressembler à de la frustration de la part de M. Moutazé, qui est devenu plus proche de ses sous, peut ressembler à l'impréparation d'un journaliste qui a beaucoup papoté dans les plateaux de télévision et qui s'est mis en député au petit matin, peut être la frustration de quelqu'un qui pense ne pas être
dans les bonnes grâces désormais de quelques personnalités. Vous voyez, je suis obligé d'être un peu prudent parce que nous parlions de remaniement. Oui, il y a bien des rumeurs qui disent que M. Foundi vient président du Conseil économique et social, que M. Joshua aussi vient ministre des Transports, et que donc M. Cabral Libi, qu'on voyait à la jeunesse à un moment, n'en ferait plus partie. Et ces rumeurs qui circulent, oui, désormais, ont amené sur 2 ou 3 informations, je souhaite qu'elles soient fausses, qu'il y ait eu des tractations pour dire tu auras ceci plutôt que ceci. Est-ce que cela s'est transformé en compensation financière? L'histoire dira. Voyez, je vous pose là des questions de fond. Et je finis par cette question. Est-ce que vous savez comment cela se passe-t-il pour les députés du RDPC? Je suis resté très longtemps au comité central du RDPC. Il est d'usage, à chaque rencontre des députés, de réunir ceux du RDPC qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale au comité central du RDPC et de leur dire la conduite stricte à tenir pendant les sessions. Discipline du parti? Ça s'appelle comme cela la discipline du parti. Et de leur dire pour qui voter en cas d'élection, d'abord du président de l'Assemblée et des membres de la Chambre. Quand vous jugez que tous les députés de la Chambre n'ont pas voté pour un des l'autre de l'opposition s'entend, M. Ninche a une échéance, vous comprenez mal qu'il y ait eu ce genre de propos guerriers. Et je pense que M. Libi n'est pas la personne indiquée, ni lui, ni aucun autre député, pour prétendre défendre le peuple. Aucun en défend. À l'est de la République, il y a eu, pour le compte de l'année scolaire écoulée, dans un seul lycée, 23 filles enceintes. Personne n'en a cure. Personne. Pour aller dans mon village, qui est du reste dans la même contrée que le ministre Bokam, on prend la pirogue désormais, parce que la digue à Mayous a coulé. Voyez-vous, quand vous amenez votre joli véhicule, vous le déposez ici, vous prenez la pirogue, et pour les plus cossus, vous retrouvez une autre voiture de l'autre côté, ou alors simplement vous prenez une moto. Et je vous salue bien bas quand il pleut, parce que les routes chez moi sont des pistes d'éléphants. Qui vous a jamais dit que aujourd'hui, j'ai regardé ça dans une chaîne concurrente à la vôtre quand je préparais votre émission, qu'à une localité à 20 km des ECA, tiens, c'est la zone de votre député PSRN, qu'il y a désormais une très grande activité de commerce de chanvre indien, le banga. Alors, c'est pas le député veut lutter contre le trafic ou alors la consommation de stupéfiants, Chantal Anger, ça c'est sérieux? Le député, c'est le porte-parole du peuple. Oui. C'est le défenseur des intérêts du peuple. C'est la voix du peuple. C'est la voix des sans-voix. À la localité dont je parle, une grande entreprise chinoise, pourquoi le nier, est en train d'acheter toutes les terres pour y faire une exploitation agricole. Aucun membre de ce village n'en veut. Seul le chef s'est exprimé aujourd'hui à visage découvert. Tous les autres que vos confrères ont interviewés l'ont fait à visage couvert parce que il y a eu des menaces de peine de prison de la part de ceux des villageois qui osaient se fâcher. Il va des zones du PCRN comme des zones du Sud, hein. Voyez-vous, permettez que on fasse la seconde. Il y a eu également au Sud cet homme d'affaires qui a acheté toutes les terres. On y revient tout de suite. Il va y faire un élevage, non, une plantation de VA. Oui, on y revient. Le temps pour nous de prendre la seconde halte. Cette autre, elle est publicitaire et nous revenons tout de suite après. Population du Cameroun et d'Afrique, votre rêve a toujours été de toller vos maisons avec des tôles qui ont du style, des tôles qui résistent à toutes les intempéries, des tôles durables et surtout confortables. Ah oui, c'est désormais possible avec Sogitol, Société Générale des Tôles du Cameroun. Avec Sogitol, vous avez une grande gamme variée de tôles. Des tôles bac pré-laquées, des tôles bac aluminium, des tôles bac calusin, des tôles ondulées pré-laquées, des tôles tuiles pré-laquées. À Sogitol, vous avez une grande gamme variée de couleurs pour vos tôles.
Retrouvez également à Sogitol des experts qui vous donnent des conseils tous les jours, sans oublier tous vos accessoires. Plus besoin donc d'aller ailleurs. À chaque fois que vous pensez doter votre maison d'une toiture de classe exceptionnelle, pensez d'abord à Sogitol. Nous sommes situés à Yaoundé 2 chez vous et Kounou, en face de la GP Coron. Sogitol, numéro 1 des tôles et accessoires au Cameroun. Retour sur le plateau de Face à l'actu. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige du soir, Chantal Roger Tuileux. Le président de Debout le Cameroun nous plonge toujours dans les travers, les méandres de la vie politique telle qu'elle s'exprime justement dans notre pays, le Cameroun. Chantal Roger, une actualité nous fait savoir, j'espère que celle-là, vous en avez la quintessence et certainement le scoop que le président français est annoncé dans nos murs. Alors, beaucoup s'interrogent lorsque l'on sait la relation parfois tendue entre Paris et Yaoundé sur l'opportunité et peut-être les motivations profondes de ce voyage annoncé du président français Emmanuel Macron. Il y a dans votre question une autre, oui, qui est l'avenir de la France-Afrique. La France-Afrique de nos pères et de nos grands-pères vit ces derniers jours. Et votre génération s'accommode mal du paternalisme de certains hommes politiques français aujourd'hui. La France donneuse de leçons qui nous a imposé le franc CFA. Vous savez, à l'origine, CFA veut dire colonie française d'Afrique. Oui. Vous êtes donc une monnaie de la colonie française d'Afrique. Si vous étiez plus jeune, mais il y avait en France un monsieur Afrique qu'on appelait Jacques Faucard, oui, qui était chargé de changer les hommes d'État africains et de promouvoir les carrières de d'autres, selon qu'on était pro-français ou pas. Docile. Docile. Il y a eu on prend cet exemple parce que c'est un pays qui est très d'actualité ces derniers moments, la Centrafrique. À son indépendance, elle était dirigée par un prêtre de l'église catholique qui s'appelait Barthélemy Boganda. Il y a eu un accident d'avion et M. Boganda a péri dans cet accident d'avion. Et puis il y a eu notre qui est arrivé qui s'appelait David Dacko, oui, qui est resté fidèle un moment. Et puis la France a pensé qu'il s'émancipait par trop, notamment sur les affaires de diamants, d'exploitation du diamant. Et M. David Dacko a été remplacé par un autre qui s'est appelé Jean-Bédel Bokassa. Jean-Bédel Bokassa, parce que c'est sur lui que je voulais arriver, oui, à gouverner de façon très paysanne un pays qui était... c'est pour ça que j'ai dit paysanne. J'aurais dit de façon analphabète, un pays qui aurait été davantage développé que maintenant, et un moment devenu encombrant face à ces pratiques stupides de politique cannibale, a été débarqué du pouvoir par l'armée de la France, en plein jour, de l'armée de la France. Un coup d'État mené par l'armée de la France au cœur de l'Afrique, à la Centrafrique. Alors, eh bien, M. Bokassa éloigné, la France est allée chercher avec un avion français M. David Dacko que la même France avait auparavant enlevé du pouvoir à Bangui. Juste là, je cherche le rapport avec la visite de plusieurs mois annoncée. Vous allez voir. Et dans la France paternaliste, la France tutrice, oui, la France inspiratrice des idées et des comportements politiques et économiques aux dirigeants africains se meurt. La jeune élite, la vôtre, politique, celle de votre génération s'entend, s'accommode mal de ce dictat de la France. C'est donc ces mouvements qui s'expriment par des coups d'État. Des coups d'État faits par des jeunes qui sont dans la jeunesse voisine de 50 ans, bien plus. oui. Lisez le Mali comme ce désir d'émancipation. Lisez l'arrivée de M. Chougel aux affaires comme ce désir d'émancipation.
Lisez l'arrivée de Macky Sall en contestation de M. Wade comme l'émergence de cette jeunesse. Lisez M. Ouattara comme les derniers vestiges, M. Sassou Nguesso, comme les derniers vestiges de cette France, Papa m'a dit. Si vous descendez en Guinée, vous rencontrez la même contestation intellectuelle et politique de cette nouvelle élite politique naissante, qui se recrute donc dans l'armée, parce que dans la plupart de ces pays-là, c'est le seul corps où il y a la discipline et les cadres bien formés, incontestablement. Faites le tour à l'EMIA au Cameroun, faites le tour dans les écoles militaires, même en France, si vous regardez le lien avec la visite du président. C'est que vous ne voulez pas voir ce lien, et je vous connais plus malin que cela. Et donc, je suis en train de vous dire que la France est en train de perdre l'Ouest africain, et en train de perdre les pays africains d'obédience francophone, ancienne colonie. Et je suis en train de vous dire que ces contestations viennent de ce que l'Afrique n'accepte plus, que la France soit la mère tutrice. C'est ce que je vous explique en d'autres termes là. Et que donc, M. Macron et l'Occident, parce qu'on ne peut pas parler de ce mouvement sans parler de la Libye, qui a décidé de faire assassiner le rêve africain. Je ne suis pas du genre fanatique Kadhafi, non, mais il est incontestable aujourd'hui qu'il y avait un projet de création d'une monnaie. Oui. Vous me voyez venir maintenant. Parce que vous savez qu'il y a désormais une monnaie à Bangui qui n'est plus le franc CFA en Centrafrique. Oui, c'est pour ça que le franc CFA continue d'exister. Et le Sango qui est en gestation. Bien sûr. Il était interdit à une certaine époque d'évoquer seulement la possibilité d'une autre monnaie. Eh bien, cette bravade en Centrafrique fait que le Cameroun est devenu une préoccupation pour la France. Vous voyez maintenant le lien, la contestation des jeunes de la génération politique qui est la vôtre. L'arrivée des jeunes militaires qui sont le cadre idoine, préparé, intellectuellement mûr et fort et panafricaniste, ce mouvement s'étend. Et avec lui, l'influence forte de la Russie. Pour le cas du Sénégal, le gaz et le pétrole seront, je crois, à 70% exploités par le gouvernement de Chine. Ce n'est plus la France. Pour le cas du pétrole de Doba, il n'échappe à personne, le président Déby a laissé sa vie en partie pour cela et pour son discours subitement panafricaniste. Mais cette jeune classe d'hommes politiques n'est pas née au Cameroun. Et le Cameroun est un verrou. Si le verrou Cameroun cède à l'arrivée de cette jeune élite politique, eh bien, le Gabon suivra. Le Congo suivra. Et sans doute la Guinée équatoriale où on parle déjà français et où le CFA est désormais également la monnaie utilisée, usitée, suivra. Si vous ajoutez à cela que les démographies, population sont galopantes et que le Cameroun a lui seul les 30 millions d'habitants, c'est le chiffre exact aujourd'hui, eh bien cela fait de vous Camerounais, un enjeu dans l'échiquier politique français. Monsieur Macron donc vient chez vous pour organiser la succession de Monsieur Biya. C'est son rôle? Vous ne me suivez pas très bien. J'avais dit que cette Afrique, cette France paternaliste est de plus en plus contestée par votre génération. Alors, si elle est contestée, ça veut dire qu'il faudra, c'est certaines fois, à ce moment-là, s'accommoder de ce qu'il y a pour rester poli, au moins un conseil au président Biya sur l'orientation à donner à sa succession. Ne vous laissez jamais distraire par Nakchigal, tout le monde a parlé de ça, par tel ou tel marché. Ce n'est pas le rôle de M. Macron de venir au Cameroun négocier le marché du port. C'est de gros enjeux politiques. Est-ce que les soviétiques, face aux tribulations économiques du régime de Yaoundé, au balbutiement des usages démocratiques, à la montée d'une contestation populaire réelle au Cameroun, vous l'apercevez? Est-ce que la tentation ne sera pas de tendre l'oreille aux exemples centrafricains, guinéens, maliens? Vous avez vu qui parle pour le Mali? C'est un Camerounais.
qui est un professeur agrégé d'histoire, je crois, qui parle pour le Mali, qui fait le tour du monde pour défendre les causes du Mali. C'est donc que ce mouvement peut s'étendre également jusqu'au Cameroun. Et M. Macron, en partie, vient. Non pas pour vous, je réponds à votre question, est-ce que c'est nécessaire? Mais bien pour défendre les intérêts de la France. Au moins, pour la transition ou pour la succession, suggérer des idées à M. Biya pour une éventuelle succession pacifique, organisée et programmée par Paris. Alors, Chantal Roger, vous êtes homme politique, vous nous amenez sur un terrain qui est celui-là, celui de la transition, vous l'avez abondamment évoqué sur ce plateau. Au-delà des ambitions parisiennes portées par le président Macron, on espère que l'information sur sa prochaine arrivée sera confirmée d'ici là. Je vous la confirme, je vous donne la date, il sera venu le 26. Il ne passera pas la nuit à Yaoundé. Des tractations en cours pour des gens qui veulent être reçus et malheureusement il semble bien qu'il y ait des fausses odeurs d'argent. Merci. On vérifiera avec toutes nos équipes si les informations que vous nous donnez en exclusivité s'avèrent fondées. Alors, restons sur la transition, puisque vous êtes homme politique et certainement, vous avez aussi dans votre ambition politique de prendre ou alors d'exercer le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que vous la voyez en 2025, cette transition politique, ce marigot politique camerounais-là, avec de nouveaux acteurs, avec certains habitués, ou alors tout simplement avec des personnages que personne n'a vu venir? D'abord, l'avenir politique au Cameroun ne se fera pas sans l'ensemble des composantes de la société ethnique et tribale au Cameroun. Parce que chaque région organisée l'est un peu autour de la langue, des habitudes et des coutumes tribales. Oui. C'est-à-dire que globalement le RDPC c'est le sud et le centre, l'UNDP c'est le nord, Garoua, le MDR et je crois qu'à l'époque il y avait le parti de Antargasaga qui a perdu beaucoup de son allant maintenant, mais j'ai cru voir également celui d'un ministre ancien ministre de la fonction publique qui remerciait le président Biya de l'avoir soigné. L'histoire dira si le président Biya est médecin. Mais j'ai vu également qu'à l'Est, sans fausse modestie, de plus en plus, se dégage Debout le Cameroun, dont je suis président national, et où on est majoritairement Maka. Oui. Voyez-vous, les axes de conquête du pouvoir, il y en a 3 au Cameroun. Il y a le peuple, donc basé sur la tribu, et l'organisation régionale de chaque formation politique. Je vous évoque là la possibilité des alliances. Oui. C'est pour ça que j'ai dit ne se fera pas sans l'ensemble des composantes régionales, ethniques et même tribales, géographiques donc du Cameroun, donc le peuple. Je vais rester sur le peuple pour parler d'une chose dont tout le monde parle aujourd'hui. J'ai choisi le terme chose à dessein. C'est la candidature de Franck-Olivier Biya. Tout le sud du Cameroun, sur 300 000 habitants, le sud de Boulou. C'est pour ça que j'avais dit l'organisation ethnique, sociologique et régionale qui est politique au Cameroun devra s'accommoder d'intégrer toutes les composantes nationales en cas de transition. C'est-à-dire que M. Mbaga, président, doit inclure tous les autres Camerounais avec lui. Oui. Qu'un seul ne pourra plus, au contraire de ceux qui étaient là, avoir la primauté, avoir la même mise sur les fonctions régaliennes de l'État. Vous comprenez ce que je vous dis là? Nous sommes... Je me dis qu'il n'est pas nécessaire que les Boulous aient 28 ministres, que ce n'est pas normal. Et autant de généraux, et autant de ministres, et autant de directeurs généraux. Je vous envoie relire le livre d'Ateba Yéné. Là, nous sommes sur la situation actuelle. Maintenant, moi je vous envoie vers 2025. Je viens. J'étais parfaitement en projection et je venais vers vous. J'avais dit que cela, en 2025, il faut que ça intègre toutes les composantes sociologiques, ethniques et tribales. On est sur 2025. Maintenant, il y a le contrôle de l'armée. Parce qu'une des possibilités est d'un coup d'État. Il ne faut pas exclure cela. Si les contestations sont telles, si le pourrissement est tel, si celui qui doit assurer l'intérim risque de voir lui-même son intérim assuré par quelqu'un d'autre, si à l'Assemblée nationale ça commence à être toujours aussi hésitant et aussi folklorique que vous l'avez vu, ce n'est pas mon souhait.
Mais il n'est pas impossible que l'armée s'intéresse de près à la chose. Donc, l'armée. J'ai dit le peuple, l'armée. Maintenant, il y a l'Église catholique, qui est une force de pression. L'Église catholique et protestant, hein, s'entend. Oui. C'est le parti politique le plus implanté sur le territoire national du Cameroun. Dès que vous avez quitté le crâne, pour ceux qui sont de l'ouest de la République, du bois sacré, pour ceux qui sont de l'est Maca, comme moi-même, eh bien, il y a l'Église catholique, communément intégrée et acceptée comme le ciment de cette peuplade dont j'ai parlé avant, dont j'ai parlé de la tribu et des peuples. Alors, la nécessité pour 2025 d'intégrer les différentes forces sont ce que personne ne pourra faire seul, sans les autres. Ce n'est plus possible. Je venais sur les franquistes. Si vous prenez 300 000 habitants pour sa base électorale... Pourquoi votre fixation sur un monsieur C'est un exemple. qui ne s'est jamais exprimé de façon officielle? Vous avez peur de parler de M. Frambia? Non, mais Je suis un homme politique. il ne s'est jamais exprimé, Chantal Roger. Il n'a jamais fait la moindre allusion à cette possibilité de candidature. Suivi. Oui. J'ai dit la possibilité de ce que les gens appellent Frambia. Et vous avez dit 2025. Nous sommes donc sur des projections. Oui, En politique, on dit ne jamais dire jamais. Et je ne sais pas de quoi vous avez subitement peur quand je parle de M. Franck-Olivier Billard. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, vous n'avez pas peur. Vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Monsieur. Alors laissez-moi en parler. Laissez-moi en parler en scientifique. Je dis que pour une région qui a 300 000 habitants, Oui. et qui a 91 000 inscrits, je n'ai pas dit votants, 91 000 inscrits, il est difficile de se faire élire président du Cameroun sans tendre la main aux autres régions. Le calcul est valable pour M. Ngongo Ferdinand si d'aventure il était candidat. Mais vous parlez de personnages qui n'ont jamais, à aucun moment, sollicité les faveurs des Camerounais. Si je n'étais pas si proche de vous, j'aurais dit que vous faites exprès pour ne pas comprendre ce que je vous dis. Vous êtes sur des projections, vous m'avez dit 2025, Oui. et je vous parle des projections. J'avais commencé par dire que moi j'en serais. Et maintenant je vous dis que si d'aventure tel se présentait, Oui. il aurait tel canevas. Bien maintenant je viens sur l'ouest Bamileke, par exemple, parce qu'il y a l'ouest Bamoun et l'ouest Bamileke. Il s'est trouvé de nouvelles contingences, de nouvelles forces politiques aujourd'hui qui sont que M. Kanto ne totalise plus l'ensemble de la chose politique de l'Est, de l'Ouest, dans son intégralité, dans sa majorité géographique et même politique. Pour entrer sur le fait que ce fut une erreur grossière ou une incompétence, le boycott des élections municipales et législatives passées. Oui. Toujours sur 2025, voyez, je suis sur une analyse politique. Je fais une fixation sur personne. Il sera difficile, si vous avez évacué monsieur Billard, Franck-Olivier, monsieur Ngongo, d'avoir un homme de poids. Parce que ceux qui sont en prison étaient pour la plupart les candidats de ceux du Grand Sud. Et ils ont été arrêtés pour vol. C'est-à-dire que l'extrait de casier judiciaire, désormais, est lourd. Et fait qu'ils sont complètement exclus de toute compétition politique. Le ministre Marafa en 2025, notamment. Puisque vous parlez de l'élection présidentielle. Oui. Je vous parle du ministre Marafa qui ne représentait pas le Grand Sud, mais qui est en prison pour des faits de corruption plus ou moins. Je ne connais pas très bien de quoi je parle. Je suis sur l'analyse de chaque région. Et vous parlez du ministre Marafa. Justement, j'arrive donc au nord. Oui, allez-y. J'arrive donc au nord. Vous savez, je suis méthodique. J'ai parlé du sud, j'ai parlé de la Haute-Sanaga. Maintenant, j'ai parlé de l'est. D'abord chez moi, j'ai dit que j'en étais. Vous avez, ça vous a pas échappé. Oui. Maintenant, j'arrive au nord pour dire que si vous le prenez dans l'ensemble, le grand bloc nord, il vous dégage de possibles candidats. Vous voyez, de possibles candidats. Comme j'ai dit, possible candidat Ngongo, possible candidat Franck-Olivier. Je n'ai pas dit que chacun s'était déclaré. Eh bien, il vous reste Talba Mala Ibrahim. Je souhaite que les soupçons sur les affaires de pétrole et de tout ça s'estompent pour son bien à lui. Il vous reste Alamine Ousmane May. Il vous reste. Il y a bien des figures de pour là-bas. Au contraire du Grand Sud, vidé de
Olangena, de Ababa, de Mbongo, ainsi de suite. Des pièces de choix en cas de bagarre politique. Bagarre dans le sens politique du terme. Si vous prenez parce qu'il faut lire l'actualité avec des lunettes intellectuelles. Oui. Il y a eu ici un mouvement 10 millions de nordistes. Ce n'était pas un mouvement anodin que M. Guibaï Gatama a rendu public, mais c'est un mouvement qui a révélé une solidarité des opinions politiques pour le Nord, toutes formations politiques confondues. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont retrouvés tout le temps autour d'un même combat, autour d'un même précepte, pour un même but. En fait, vous a échappé, mais à la naissance de l'université de Marois, où on formait alors les enseignants, tout le Grand Nord, sur une pétition adressée au chef de l'État, signée par M. Cavaille, signée par d'autres partis politiques de l'opposition, signée par tout le Nord, eh bien, a décidé que tous les ressortissants du Nord y entrent sur étude du dossier et non sur concours. Ce qui a été fait. Le gouvernement de Yaoundé a cédé à ce chantage. Eh bien, l'opération 10 millions d'électeurs, je n'ai pas dit d'inscrits, d'électeurs, cela veut dire le Nord pèse de son poids, que vous ne pourrez pas faire sans nous. Vous voyez, je reviens sur la composante globale de toutes les forces politiques au Cameroun pour 2025. Sur l'urgence de commencer à réfléchir sur les bases de cette affaire. Et donc, un travail de fond doit être fait pour que ces forces-là se mettent ensemble. Dans l'hypothèse d'un coup d'État, les délais aujourd'hui sont de 36 mois. Le Mali a réussi à arracher 36 mois à la communauté internationale, mais souvent c'est 24 mois. Au terme de 24 mois, quand on a ramené toute la situation à plat, eh bien, on va aux élections politiques. On va aux élections avec des partis politiques. Dans l'un et l'autre cas, vous rentrez sur les inscrits dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire que si vous avez 300 000 boulous et 91 000 inscrits, ils ne peuvent pas à eux seuls élire un président de la République. Alors, on va vous avez compris maintenant. On a assez compris, Chantal Roger. On va s'arrêter là pour ce qui est de ces prédictions sur l'avenir politique et peut-être le pouvoir politique en 2025. Pour revenir, il nous reste très peu de temps, il nous reste 3 minutes. Chantal Roger, tuez-le sur le NOZO. Et malheureusement, toute cette activité ou alors actualité négative qui est relayée à chaque fois que l'on évoque cette partie du Cameroun, mais avec une nouvelle qui aura plus ou moins satisfait, celle-là, c'est de la sécurité. On nous a appris le décès d'un monsieur qui s'est mis KO d'isolation de ce côté-là, qui a été appréhendé et neutralisé par les forces armées camerounaises. Ce qui veut dire que certainement, les victoires sont là, mais le combat va continuer. Plusieurs fois, on a annoncé le décès d'un autre général de ce côté-là, et il n'y a pas longtemps, il est revenu sur la sellette. Je suis, sans doute, j'ai gardé le défaut du journaliste dans l'investigation, le scepticisme journalistique. J'aimerais voir, j'aime confirmer. Oui. Nous avons malheureusement pas chez nous des possibilités de faire l'ADN avant de chanter victoire aussi haut. Il est de mon souhait que les hostilités là-bas s'estompent. Oui. Mais est-ce que la mort d'un seul personnage autodéclaré général arrêtera les hostilités? Je vous pose là le problème des rancœurs. Rapidement. Il y a eu tellement de tueries, tellement d'atrocités, que ce peuple-là, à son intérieur, est énormément divisé. Il y a donc beaucoup de haine interculturelle, intertribale, interrégionale, pour que le décès de quelqu'un comme celui-là, à mon sens, soit un fait significatif dans le désir d'arrêter la guerre, de trouver une solution. Vous savez, je sors par là, la paix. Je voulais que vos téléspectateurs méditent un peu dessus. La paix, c'est un intermède entre deux guerres. La paix, c'est un intermède entre deux guerres. Au Nozo, on était au bord du précipice, et bien on a fait un grand bond en avant. Chantal Roger, tu es le président de Boulot Cameroun. Merci d'avoir répondu à
aux questions qui étaient les nôtres. Nous avons pratiquement fait le tour de l'actualité politique et même revenu en quelques mots sur votre passé de journaliste. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui était la nôtre. Je serai revenu. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition, nouvelle formule de votre programme Face à l'actu. Désormais, chaque vendredi dès 21h, l'actualité détaillée en compagnie bien évidemment d'une personnalité de premier plan qui va en votre compagnie, vous et nous, revenir justement sur les faits saillants de l'actualité et des projections, comme vous avez pu le constater ce soir avec notre invité prestige du jour, Chantal Roger-Tuileux. Nous vous souhaitons, tout en nous séparant de vous, un excellent week-end et nous vous invitons à rester fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent. Bien le bonsoir.